Alain Bauer, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette bibliothèque patrimoniale de l'école militaire. Vous êtes criminologue, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. Vous enseignez également la criminologie à New York, à Pékin, et vous êtes président du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique, le CSFRS. Alors votre dernier ouvrage, Les guetteurs, les patrons du renseignement français parlent, a été co-rédigé avec Marie-Christine Dupuy-Danon et il est publié chez Odile Jacob. Alors je vous remercie d'avoir accepté cet entretien pour revenir sur 3 de vos articles qui ont été mis en ligne sur Géostratégia dans le cadre d'un partenariat entre le CSFRS et le CNAM et aller plus loin ensemble. Alors ces 3 articles, je les rappelle, crime et terrorisme, sous-traitants, associés ou hybrides, où est donc passé le califat et Undefensible Space, terrorisme, sanctuariser les lieux ou protéger les personnes. Alain Bauer, une première question sur l'hybridation, criminalité, terrorisme. Vous avez coutume de dire que la frontière entre le terrorisme et la criminalité a disparu en France en 1995 avec Khaled Kelkal et qu'elle ne s'est jamais refermée depuis. Alors, 2 questions sur ce phénomène. Est-ce que ce phénomène d'hybridation du crime et du terrorisme est plus marqué en France? Et est-ce que la réponse des pouvoirs publics vous paraît à la hauteur de ce constat de la recherche qui date de 20 ans maintenant? Alors c'est plus marqué en France parce qu'on a plus d'épisodes. La France a été un pays très expérimentateur en matière de terrorisme et donc on le voit plus. La Belgique est à peu près dans le même état. Les autres pays ont été touchés d'une manière différente, mais le dernier attentat à Barcelone montrait un nombre important d'opérateurs, eux-mêmes bien connus des services, comme on dit. C'est plus compliqué aux États-Unis ou au Canada, mais on peut dire qu'il y a un tropisme relativement général où il y a une forte représentation, voire un quasi-monopole de délinquants s'étant transformés en ou faisant ça en plus d'eux, puisque nous avons les 2 catégories, le délinquant passant structurellement à l'attentat ou le délinquant passant aussi à l'attentat. Quant à l'État, il aime bien les petites cases. Il a un module de renseignement qui est né au moment du renseignement par fiche, par sommier, par casier, et il n'aime pas les entre-deux. Ce qui fait qu'il y a d'un côté les criminels de droit commun, de l'autre côté les terroristes qui étaient tous censés être des politiques. L'interaction entre les deux lui déplaisait fortement. Donc l'État a mis beaucoup de temps, des États d'ailleurs, c'est un problème occidental très générique, hein, c'est pas un problème français, a mis beaucoup de temps à admettre qu'il y avait des hybrides, ensuite à comprendre qu'il y avait des hybrides, et ensuite à savoir comment se débrouiller avec des hybrides, c'est-à-dire élargir le spectre, ce qui explique d'ailleurs la surmultiplication des fiches de type S, FSPRT, etc., la création d'écoles du renseignement, de formation au renseignement, de formation initiale, de formation continue, a permis une nette amélioration de l'efficacité des services, notamment dans le préventif et le proactif. Donc il y a une amélioration par rapport à cette donnée, mais elle est déjà du passé. La question aujourd'hui n'est plus les hybrides, ils sont là déjà depuis 20 ans. La question c'est qu'est-ce qui est face à nous, avec des revenants en moins grand nombre qu'attendus et des effets des attentats qui provoquent moins de victimes, même s'il y en a. Puisque vous évoquez les revenants et puis ce qui pourrait être en germe, qu'on abordera peut-être ultérieurement, vous parlez de ces revenants et derrière revenants, on entend toujours le phénomène de radicalisation et de déradicalisation. Alors, ce sont 2 phénomènes ou 2 concepts qui font l'objet de nombreuses études. Hein. Je crois que la dernière en date, c'est celle d'Olivier Galland qui relativise le poids des facteurs sociaux et économiques. Alors, je dirais que s'il y a une pluralité des thèses qui sont parfois dans des controverses assez fortes, ça témoigne en tout cas de l'intérêt l'intérêt que suscitent ces phénomènes au sein de la communauté scientifique. Mais alors pour les décideurs, sur quoi s'appuyer, sur quel îlot de clarté s'appuyer pour faire face à cette situation et cette question complexe? Alors d'abord, il est bien que l'espace académique se soit saisi de cette question, soit par l'interrogation de djihadistes condamnés, prévenus, interceptés, arrêtés, revenants,
D'ailleurs, il y a plus de revenantes que de revenants, d'ailleurs, dans ce cas précis. Et donc, c'est un atout formidable d'avoir cette diversité d'approches, qu'elle soit journalistique ou qu'elle soit académique. Le deuxième sujet, c'est que ce mot ne veut rien dire, radicalisation. Et donc, quand on ne sait pas ce que c'est que la radicalisation, on a un peu de mal à imaginer ce que pourrait donc être la déradicalisation. Ouais. Donc, l'idée de commencer à chercher les raisons de l'extrémisation, du passage à l'acte, du mode opératoire, la problématique islamiste, puisqu'elle a un nom dans ce cas précis, même s'il y a aussi des, entre guillemets, radicalisés d'extrême droite, et des radicalisés hooligans, et des radicalisés de tout ce que vous voulez. C'est pour ça que ce mot ne veut rien dire, parce qu'on lui donne une connotation et un contenu qui n'est pas la réalité, mérite beaucoup d'attention pour passer une espèce de prêt-à-porter intellectuel valise à du sur-mesure à peu près précis et intelligent, ce qui permet de faire de la microchirurgie, ce qui est à peu près la seule mesure qui fonctionne et préventivement et en termes de traitement a posteriori, même si aujourd'hui on est à peu près sûr d'une chose, c'est ne se déradicalisent que ceux qui en ont envie. Rien ne les force à se déradicaliser, c'est certainement pas l'État qui certes peut accompagner, prévenir, éventuellement anticiper, mais il n'est qu'un élément de soutien. Et donc, il y a là une difficulté majeure. La deuxième, c'est que la problématique de la radicalisation, elle nous amène à repenser beaucoup de concepts nés dans les années 70, la suppression de la frontière, l'ouverture aux espaces et l'élimination de ce qui était considéré comme des barrières au sens de elles nous empêchent de connaître et voir les autres, et pas elles nous permettent aussi de préserver notre espace. Nous avons déconstruit, et donc nous sommes face à l'absence totale de contrôle social de l'espace, et donc nous découvrons que tous les gens ne sont pas nés gentils, aimables et heureux, et qu'entre ceux qui viennent commettre des attentats venus de loin et ceux qui en commettent ici par écho, par recréation identitaire, par rejet, par vengeance, par toutes les raisons qui pourraient leur passer par la tête, y compris la folie au sens clinique du terme, nous sommes extrêmement dépourvus parce que nous avons désécurisé nos espaces au nom du flux, au nom de la liberté, au nom du commerce, au nom de la marchandise. Et par ailleurs, on est face à un problème inattendu, c'est que jusqu'à présent on parlait de radicaux et des radicaux adultes, des jeunes hommes de 25 à 35 ans, qui avaient une revendication, une expression, qui, là c'est plus le cas. Aujourd'hui on a des enfants. Et la gestion des enfants est un sujet tout à fait considérable. Une partie d'entre eux ont été complices, voire même auteurs d'actes de torture, de barbarie. Ils y ont assisté, on les a poussés à les commettre. On a plus un problème femmes et enfants. Et je suis le premier à expliquer qu'il ne faut pas sous-estimer la puissance des femmes djihadistes. Partie d'entre elles ont été des combattantes et des vraies combattantes, donc il ne faut quand même pas sous-estimer le sujet. Il y a là une problématique particulière qui nécessite d'immenses efforts de reconstruction de notre univers d'analyse, puisque la réalité n'est pas comme on voudrait qu'elle soit, elle est comme elle est. C'est à nous de nous adapter à la réalité et pas à elle de faire le chemin inverse. Alors, dans le cadre de ces efforts que vous évoquez, donc on a abordé la réponse que les institutions, les services publics, l'État pouvaient apporter, mais on n'a pas abordé celle que les citoyens pouvaient apporter eux-mêmes à leur propre sécurité. Et vous soulignez qu'il serait peut-être nécessaire que les citoyens prennent conscience qu'eux aussi, ils ont un rôle à jouer pour leur propre sécurité. Alors, est-ce que... en s'inspirant de Gramsci, on pourrait dire que la première ligne de défense contre les terroristes ou contre le terrorisme, elle est culturelle, et quelles mesures, j'allais dire opérationnelles, vous conseilleriez pour essayer de renforcer au sein de nos concitoyens un esprit de civisme, de résilience, de vigilance, mais également de résistance? La culture a un poids tout à fait considérable. Moi, j'explique souvent que la réforme, la révolution dans l'enseignement français est d'abord un problème culturel et pas un problème ni structurel, ni organisationnel, ni personnel. Du point de vue du citoyen, d'abord, on a toujours eu une difficulté en France à faire la différence entre la dénonciation crapuleuse de type envoi à la commandanture pour dénoncer les juifs et le signalement citoyen ou civique
visant à permettre d'anticiper un attentat, voire même de préserver quelqu'un qui pourrait se laisser aller à commettre un attentat ou à une atteinte grave. Et donc il y a eu, après novembre 2015 et juillet 2016, un processus très important qui a amené subitement une partie importante de la population à redevenir des acteurs de leur propre sécurité, plutôt que simplement des consommateurs qui ont tout sous-traité à l'État. La population a parfaitement compris que l'État n'était pas en mesure, même l'État d'avant, de gérer l'intégralité de ces problématiques et qu'il y avait un certain nombre de règles de vie qui pouvaient être prises en compte pour la vie commune. Et vous l'avez dit tout à l'heure, résilience, parce que les gens ont pris conscience que l'attentat pouvait arriver et qu'il fallait faire avec. Vigilance, ils se sont rendus compte qu'il fallait aussi regarder ce qui se passait pour justement éviter d'être victime ou de laisser d'autres le devenir. Et résistance, même si cette résistance n'est pas traitée par exemple par l'outil public. L'outil public vous dit s'il se passe quelque chose, cachez-vous, prévenez-vous, fuyez. L'option résister n'est pas indiquée. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas des héros morts. Mais en même temps, on célèbre que des héros. Vivants, si possible, mais pas toujours. Et donc, cette capacité à la résistance, à prendre en compte pour sauver des gens, pas uniquement pour mourir en allant au combat à main nue contre une Kalachnikov, pour tirer des gens, pour ouvrir sa porte cochère pendant l'affaire du Bataclan, pour aller aider des gens, pour les tirer sous les tables, pour ne pas se sauver que soi-même, mais essayer de sauver quelqu'un d'autre, sont des événements qui sont réapparus dans l'univers collectif pendant le Bataclan et depuis. Et donc je crois qu'il y a là un mécanisme très important où les citoyens assument le fait qu'ils sont aussi participants, producteurs, coproducteurs de leur sécurité et surtout de celle des autres. Mais il y a aussi une capacité de résistance par le fait de nous ne changerons pas notre façon de vivre, nous continuons à être ce que nous sommes, et que la société française qui devait être brisée par le Bataclan, car c'était l'objectif de l'État islamique, en a été paradoxalement et d'une manière tout à fait étonnante, surtout pour eux, puisque c'est le pari qu'ils avaient fait et qu'ils ont perdu, renforcé. Donc il y a là un vrai enjeu de société, et disons que là c'était, dans cet univers de tristesse et de douleur, une des rares mais vraies bonnes nouvelles. Alors puisqu'on parle de cet enjeu de société et d'être capable que le citoyen soit coproducteur de sa sécurité, est-ce que dans les années à venir, on en parlait tout à l'heure, mais là on peut peut-être y aller de façon plus précise, est-ce que vous voyez des évolutions en germe qui semblent échapper peu ou prou à la vigilance de nos services, à la vigilance de nos institutions, à la vigilance de nos sociétés, et qui demanderont justement que cette coproduction de sécurité, eh bien, elle continue de se raffermir? Il y a quelques mois, dans un des papiers que j'ai écrit, je disais que le calme était trompeur. Et donc, nous allions mécaniquement vers des processus nouveaux. Alors, tout ne se passe pas toujours comme on l'a prévu. Pour moi, je pensais à une opération de type moustique, c'est-à-dire de nombreuses micro-attaques avec des micro-moyens, tels que, certes, on ne tue pas le lion, mais on le rend fou. Ça ne s'est pas produit. Il y a beaucoup moins d'attaques que ce que nous pensions. Pas seulement en France, en Occident. Il y en a, mais dans des proportions qui n'ont rien à voir avec ce que nous craignions. Et donc il s'agit là d'une évolution intéressante qui amène à deux interrogations. Un, est-ce qu'ils sont tellement durablement affaiblis qu'effectivement, le califat territorial ayant à peu près disparu, ce qui reste de califat, c'est-à-dire le califat virtuel, n'arrive pas à mobiliser suffisamment au-delà de ces zones traditionnelles, de retour en Afghanistan, retour en Tchétchénie, retour dans les zones islamo-turcophones en Asie. Il n'y a plus de grandes structures, de grands réseaux, de grands dispositifs. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de les reconstruire? Et qu'en fait, nous sommes en train de nous faire enfumer par une opération visant à construire, comme il n'y a quasiment plus d'attentats, c'est que donc on a gagné. Baissons la garde. Baissons la garde, peut-être. Il manque beaucoup de revenants. C'est une deuxième surprise. Il y a beaucoup de revenantes, il y a beaucoup d'enfants, mais ça manque de revenants. On en retrouve en Afghanistan, une dizaine par ici, on en retrouve un peu partout. En fait, ils continuent à faire une guerre éternelle parce que c'est ce qu'ils aiment faire. Ce sont des mercenaires ou des combattants permanents. Ils ne rentrent pas. Et donc ça, c'est une deuxième surprise, c'est-à-dire que les plus aguerris ne rentrent pas à la maison. D'abord, ils sont identifiés, connus et reconnus. On est dans le doute dans cette affaire et je crois qu'il faut se méfier d'affirmations péremptoires et définitives.
Et puis il y a ce qu'on ne voit pas, mais qui est le plus important. C'est que avant juillet 2016, Nice, et après juillet 2016, le nombre d'opérations réussies des services de renseignement a été multiplié par 10. On est passé d'une demi-douzaine d'opérations préventives avant à 10 fois plus après, ou quasiment. Donc il y a une efficacité retrouvée des services de renseignement qui démantèlent massivement des réseaux ou des individus, petits réseaux ou des individus. Alors la question qui se pose maintenant est la suivante, c'est les sortants. Vous savez qu'il y en a 20 qui sortent tout de suite, 50 qui vont sortir plus tard, 500 toutes catégories confondues qui nous posent un certain nombre de problèmes, dont certains sont juste des détenus condamnés pour autre chose, mais qui se sont, entre guillemets, radicalisés en prison, va nécessiter un immense travail pénal, législatif, de suivi, de coordination. Et je crois que là, la prise en compte de cette dimension, qui d'ailleurs a été récemment retenue, et je salue la réactivité de ce point de vue-là, de la présidence de la République et de la coordination nationale du renseignement et de la lutte antiterroriste, montre qu'aujourd'hui, on n'attend pas que ça soit arrivé pour que le dispositif décide d'appréhender la question. Donc on voit déjà, à partir de ce qu'on sait, ce qui risque de nous arriver sur un sujet où il n'y a pas de vrai problème d'identification. Et on a évidemment un souci sur quel va être le prochain épisode, mais pour ça, on a un avantage. L'État islamique, ce qu'on croit devoir appeler Al-Qaïda, et qui continue à survivre ici ou là, nous envoie des messages, nous produit des documents, nous envoie des revues, et nous explique en long, en large et en travers qu'ils ont des idées sur ce qu'ils vont faire après, et peut-être que le moment serait venu d'apprendre à les lire et de les croire sur parole. S'ils nous le disent, c'est qu'ils vont le faire. Donc Alain Boer, merci pour cet entretien et merci pour les éclairages que vous avez bien voulu nous apporter sur le terrorisme et sur les moyens de lutter contre le terrorisme. Merci de votre invitation.